Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ma configuration de Xlite et de son paramétrage. Petite précision, j'ai une installation un peu particulière car je dispose d'une installation en intérieur et non en extérieur. Car habituellement Xlite est utilisé pour faire les décorations de Noël en extérieur, dans les spectacles américains et des choses comme ça. Ça se démocratise un petit peu de plus en plus en France, mais c'est encore très difficile de trouver des tutoriels. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous présenter un petit peu ce que j'ai fait et par où j'ai commencé et où j'en suis aujourd'hui. Donc on va tout de suite passer au logiciel. Donc comme vous pouvez le constater, je dispose de 7 boîtiers qui communiquent par le protocole E131 pour piloter mes bandes LED. Donc si vous pouvez le voir, ça correspond à peu près à 7000 LED. J'ai jusqu'à 7000 LED d'utiliser. J'en ai un petit peu moins parce que tous les univers ne sont pas pleins. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est un univers en général un peu plus tard. Mais il y a déjà quand même une petite installation. Vous pouvez déjà voir un petit peu ce que ça donne sur mes shows et mes exemples de vidéos, de spectacles musicaux. Ça commence à être assez sympa, même si on peut toujours en rajouter. Donc pour vous expliquer un petit peu ma configuration, j'ai un Raspberry RPI 3 Plus en master qui me sert justement à piloter toute l'installation. J'ai 7 boîtiers ESP32 avec WLED téléversé dessus qui me servent à piloter mes 7 bandes LED qui sont connectées elles en Wi-Fi. Donc en fait tout ça c'est que tout connecté en Wi-Fi. Euh, je vais vous présenter un petit peu les réglages au niveau des boîtiers. Alors ici vous avez le nom du premier boîtier. Donc là vous mettez le nom que vous avez envie, à quoi ça correspond. Donc moi c'était un meuble, je l'ai appelé meuble tout simplement. Le problème c'est que c'est un petit peu trop vague. Parce que meuble, vous voyez j'ai un autre meuble TV, meuble bureau. Donc il faut quand même préciser un petit peu, sinon à un moment donné ça bloque. Après rien n'empêche de le changer plus tard, c'est pas gênant du tout pour le reste du programme. Ce que vous avez, la touche active ici. Elle est assez importante quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup de boîtiers. En fait, quand vous activez le, le rendu en live, là, en fait, envoie toutes les informations par le Wi-Fi en fait. Donc mon PC envoie beaucoup d'informations. Toute la trame part du PC, va dans la box et est répartie dans chaque boîtier. Donc là, en fait, si on va dans mon gestionnaire de tâches, je dois envoyer entre 15 et 20 mégaoctets secondes. euh, pour envoyer toutes les trames en live de tous les boîtiers avec tous les univers qui correspondent. Donc plus vous allez être chargé, plus ça va être compliqué. L'avantage de cette petite touche active, c'est vous voyez, on peut plus cliquer. En fait, là, tant que les boîtiers sont activés et que ils sont en pilotage, je ne peux plus modifier les informations. Une fois que ça c'est éteint, donc il suffit de cliquer sur l'ampoule éteint et ça vous éteint la petite ampoule à côté. Vous pouvez remodifier toutes les informations. Donc là, Active, il est vraiment très utile quand vous avez beaucoup de boîtiers. Quand vous faites un rendu, des fois ça lag un petit peu. Donc l'avantage c'est que si vous voulez travailler sur une partie pour faire un ajustement, vous pouvez désactiver d'autres boîtiers, par exemple des matrices, des choses très lourdes en LED, pour justement favoriser un peu de bande passante, le temps au moins déjà de faire vos tests. Je vous expliquerai plus tard, la bande passante, à la fin, il y aura pratiquement plus d'utilisation de la bande passante. Elle sera utilisée autrement et il y aura beaucoup moins de données, ce sera bien optimisé. Mais il faut compter que quand vous êtes en live, en test live, vous avez une bande passante énorme qui sort du PC. Donc déjà votre PC, ça peut mettre votre connexion internet, surtout si vous êtes en Wi-Fi, que vous captez pas bien le Wi-Fi avec le PC, vous pouvez vite avoir la connexion en PLS et beaucoup de lag. Donc ça, cette fonction peut être assez utile, ou par exemple comme ici, vous voyez face, c'est un visage que je suis en train de faire, il n'est pas terminé, j'ai pas encore fait le corps ni rien du tout, donc pour l'instant je l'utilise pas. Il a quand même ses univers attitrés et disponibles, réservés. Mais en tout cas, quand je l'active, il cherche pas à lui envoyer d'informations à lui de toute façon. Donc
pour pas surcharger la bande passante pour rien, il est désactivé celui-là en attendant. Puis moi ça me sert de repère comme quoi il sert à rien quoi. Donc alors ici, moi comme je vous ai dit, j'ai des ESP32 Vroom avec WLED téléversé dessus. Donc pour téléverser WLED sur les ESP32, les connecter, tout ça, si vous avez envie d'un tutoriel à ce sujet-là, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je regarderai vos commentaires et je ferai les tutoriels en fonction des demandes. Car en fait l'univers de X-Lite est tellement compliqué que commencer à faire des tutoriels pour chaque sujet sans forcément avoir une certaine attente, c'est trop vague. Et quand vous voyez le nombre d'heures de tutoriels en anglais, vous comprenez vite que je peux pas m'amuser à faire des tutoriels sur tout et n'importe quoi si c'est utile à personne quoi. Vu que je connais pas le niveau de tout le monde et que je peux pas l'évaluer comme ça, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos demandes si vous voulez des tutoriels spéciaux par exemple pour téléverser WLED, pour connecter WLED à votre réseau Wi-Fi, si vous souhaitez comment connecter WLED, comment récupérer les informations pour retrouver l'adresse IP et tout ça, je peux faire un tutoriel, il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, n'hésitez pas. Donc là, moi, comme je vous ai dit, j'ai des... je travaille avec WLED, donc j'ai choisi WLED. Si vous avez des cartes Falcon, je suppose qu'il faut passer par Falcon ou FPP. Je pense que pour les cartes Falcon, c'est Falcon et FPP en fait c'est pour le FPP sur les Raspberry parce que j'utilise ça quand pour piloter les Raspberry pour mes essais, j'ai utilisé ça. Donc là, il suffit de régler, on va dire ce que vous avez utilisé comme boîtier que vous voulez comme boîtier contrôleur. Là, c'est le sous-modèle, donc là WLED, il n'y a pas d'autre sous-modèle, donc on n'est pas emmerdé. Pardon pour le gros mot. Donc ici, c'est l'adresse IP de votre boîtier. Donc là, c'est comme je vous ai dit, votre boîtier, il va être connecté au Wi-Fi de votre réseau. Donc il aura forcément une adresse IP. Moi, ce que je vous conseille en priorité, c'est d'aller sur la page de votre box, de passer vos IP en IP fixe. Parce qu'à chaque fois que votre box va redémarrer, vous allez vous retrouver avec une adresse qui aura changé. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir démarrer vos shows, si la box a redémarré et que vous n'avez pas fait de contrôle avant, ou ça va pas marcher, ou ça va faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, le logiciel va avoir besoin, lui, de connaître l'adresse IP de la bande et ses univers. Alors si vous avez les adresses qui ont tourné entre elles, parce que vous commencez à avoir plusieurs boîtiers, donc les boîtiers forcément elles se mettent les unes après les autres, mais pas forcément dans le même ordre à chaque fois. Donc vous allez vous retrouver avec des boîtiers, avec des IP qui vont fonctionner une partie de la bande, l'autre partie elle va pas fonctionner, ou elle va récupérer les univers d'une autre bande. Ça va être compliqué, ça va faire n'importe quoi. Et en fait, au bout de un ou deux redémarrages de box, vous allez aller voir un tutoriel suivant votre opérateur et vous passerez tous vos boîtiers sous IP fixe. Au moins comme ça derrière vous êtes tranquille, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Toujours pareil, hein, moi ce que je vous conseille c'est un mot de passe Wi-Fi toujours très long et très compliqué. Techniquement, ça reste un protocole Wi-Fi standardisé, donc il n'y a pas forcément de failles comme ça connues. Mais en étant un petit peu prévoyant, prévoyez quand même que un mot de passe, s'il est simple, ça se craque très facilement. Et surtout si vous devez agrandir votre réseau Wi-Fi pour qu'il aille plus loin, pour rajouter des boîtiers par exemple, autant éviter de se faire pirater quoi que ce soit. Mettez un bon mot de passe Wi-Fi. Très important. Donc là, le protocole c'est E131 pour WLED. Donc ça c'est un protocole en fait qui envoie du flux en live, le E131. Donc en fait à partir du moment où le boîtier est connecté, enfin il est connecté dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'en permanence il faut lui envoyer des infos. Donc si même les LED elles sont éteintes, même vous n'avez pas d'animation, vous n'avez rien, ce protocole là va vous consommer de la bande passante. Donc pareil, attention à avoir une bonne box, une bonne antenne et un bon réseau Wi-Fi. Ou sinon, ça peut être compliqué. À ce moment-là, il faudra réduire le nombre de. Enfin, d'images par seconde en fait. Il faudra réduire le nombre d'images par seconde. Je vous montrerai ça juste après. On va continuer un petit peu la présentation comme ça. Donc ici, vous avez l'univers de départ et le nombre d'univers que ça coûte.
Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'un univers, ici vous avez la taille des univers, ils font 510. Ça veut dire que là, en fait, vous avez 510 channels. Une LED, ça comporte 3 channels. Donc si vous avez 100 LED, ça représente 300 channels. Donc un seul univers. Si vous dépassez 510, par exemple, vous avez 200 LED, ça va faire 600. Vous avez besoin donc de 2 univers. Donc vous mettez Start Univers, ce sera l'univers de départ. Et s'il y en a besoin de deux, bah vous mettrez deux. Donc ça, il aura l'univers 1 et 2 attribués. Ces univers, c'est pareil, ils sont à configurer aussi sur vos petits boîtiers WLED, sur vos ESP32. Il faudra leur dire à quel univers ils appartiennent pour que eux soient synchronisés quand justement ils passeront en mode E131. À partir de ce moment-là, en fait, ça devient un peu du mode DMX. Donc, eux, ils se baseront plus forcément à leur adresse ni à rien du tout. Ils sauront qu'ils ont l'univers 1 et 2 à leur nom. Donc, toutes les infos qui iront à l'univers 1 et 2, ils iront à ce boîtier-là. Donc, là, nous, ce boîtier-là, par exemple, il en supporte 3. 3 univers parce que c'est beaucoup plus long que 2, tout simplement. Après, il suffit de dépasser un petit peu et en fait, il faut forcément rajouter un univers. Donc vous avez forcément le dernier univers qui est forcément incomplet. Mais ça, c'est pas grave, ça gêne pas du tout. C'est juste en fait un protocole de chiffres. Donc même si vous attitrez 10 univers au premier boîtier et que vous en utilisez qu'un seul, vous n'allez pas consommer forcément beaucoup plus de bande passante. Lui, il va traiter juste les pixels qu'il aura besoin et pas plus. Donc on va revenir un petit peu ici. Donc là voilà, moi j'ai mes 7 boîtiers qui correspondent à nos meubles. Il y a leur adresse IP fixe bien sûr que j'ai bloqué, le nombre d'univers et si vous regardez on peut se faire un contrôle visuel. 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans l'ordre et le nombre d'univers il se suit, il n'y en a pas qui se chevauchent ou qui sont où il n'y a pas de tout, enfin il y a pas de trou. Après vous pouvez très bien dire il y en a un, je vais le mettre à 1, le second je le mets à 10, le troisième je le mets à 20. C'est pas gênant, vous pouvez leur donner les chiffres que vous voulez. C'est juste une question d'organisation. Il faut juste que vous n'ayez pas deux composants qui aient le même univers, sinon forcément euh, vous verrez, il va se passer des trucs bizarres. Et enfin, je peux même pas vous donner d'explication parce que vous allez poser une couleur de LED sur un pixel, ça va être un autre pixel qui va s'allumer, rien à voir vu que tout sera mélangé. Donc, à faire attention à ça. Et ça, c'est la base, c'est le départ. Donc là, après, vous pouvez très bien commencer tout simplement avec pour tester le système, acheter un ESP32, un ESP32 Vroom. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir des petits ESP, ça vaut à peu près entre 6 et 8 euros suivant la quantité que vous prenez sur les sites comme Amazon. Vous prenez un bout de LED adressable en 5 volts, pas très long, enfin pas très long, de la longueur que vous voulez déjà pour faire un essai, quoi. Pas besoin de prendre 5 mètres ni plus, parce que plus vous allez prendre long, plus il va vous falloir une alim puissante, plus il va vous falloir faire de la réinjection de courant, surtout sur les bandeaux. Donc déjà, commencez par aller à 1 mètre de LED. Ça fait 60 LED par mètre, donc ça fait 60 LED. Un petit transfo 3 ampères, ça devrait suffire pour un mètre de LED largement et alimenter le SP32. Et avec ça, vous pouvez déjà connecter une première bande LED là-dessus. Petite précision sur le SP32 Vroom, vous pouvez l'utiliser pour piloter un relais aussi. Si vous pilotez un relais, vous ne pourrez pas piloter une bande LED, mais ça peut toujours dépanner. Si vous avez des accessoires que vous voulez utiliser qui fonctionnent avec un relais ou j'en sais rien, un spot en 220 volts, vous branchez ça sur un petit relais piloté en 5 volts là, vous pouvez très bien avoir une fonction pour piloter un relais à distance sur votre réseau Wi-Fi. C'est pas forcément la meilleure solution, mais ça fonctionne. Donc ça peut être une utilisation. Donc on va passer à la suite. Donc là oui, pour ajouter un nouveau truc, il suffit de faire add Ethernet et après vous allez avoir un truc vierge. Et il vous suffit de regarder la vidéo, vous le remplissez comme moi si c'est un boîtier ESP32 avec WLED dessus. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas si vous avez mis la bonne adresse IP. Passons à la suite. Alors là, je vais vous présenter ma page avec tous mes bandeaux. Alors, j'ai que 7 boîtiers, donc il n'y a que 7 sorties et j'ai tout ça quand même.
Donc je vais pas vous donner des conseils parce que je suis pas encore assez expérimenté à long terme pour vous dire il faut les ranger comme ci, il faut les ranger comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. J'ai sûrement fait des choses qu'il fallait pas. Moi, toutes mes bandes de LED, je les ai fait à l'unité. J'ai pas trop compris le système de faire des trucs avec deux bandes ou je sais pas quoi. Donc, je préfère faire les bandes une par une. Donc là, si vous voyez ici, en fait, ça c'est mon imprimante 3D. Ces quatre petits pics, ils sont ici. Donc là, si vous cliquez dessus, vous voyez, ça les met en surbrillance. On va aller zoomer un peu dessus. Et de là, voilà, moi j'ai créé mes quatre petits pieds et je les ai regroupés dans un groupe que j'ai appelé imprimante, qui regroupe les quatre, parce que j'ai pas besoin de piloter les pieds un par un directement. Donc bon, ça fait un peu plus chargé à ce niveau-là, mais bon, une fois que c'est bien organisé, que vous avez bien fait vos groupes, c'est là en fait où vous arrivez à faire vos animations et à gérer vos lumières, parce que il y a un très gros côté artistique, mais il y a quand même un très gros côté technique et de mise en place à avoir, et ça c'est assez compliqué. Donc on va avancer un petit peu là-dessus. Alors sur mes pieds d'imprimante, je vais vous présenter la configuration des pieds d'imprimante. Hop, on va remonter encore un peu. Alors à ce niveau-là, ce qu'il va falloir faire attention, ça va être, donc là vous lui mettez un nom. Ça, node string, c'est le nombre de LED qu'il va avoir sur ma bande LED, une fois qu'elle est positionnée. Ça c'est en fait node light par node. En fait c'est ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des bandes LED, elles sont groupées en 3 LED. Donc vous allez avoir 3 LED qui vont être couplés ensemble. Et ça va faire des bandeaux de 3 LED en fait. En adressable, j'ai déjà vu ça. Donc en fait, là par exemple, vous mettez 3. Ça veut dire que les 3 à la suite, elles seront de la même couleur par exemple. Donc après, bon, nous on n'en a pas besoin, c'est des LED adressables à l'unité. Donc autant tout piloter. Et si on veut faire des animations à 3 LED, on va dire c'est plus facile de les régler dans les effets que de que de brider on va dire les possibilités à mon avis. Alors après starting location, c'est le sens de la bande LED. Donc moi la bande LED elle va dans ce sens, elle est montée dans ce sens là. Donc l'entrée elle est ici et la sortie elle est là. Donc ça rentre côté bleu. Donc là si c'est à l'inverse, si ça devait arriver là, vous mettez côté vert. Alors là ce qui va être important c'est le start channel. Start channel, ce qu'il va falloir faire là, Start Channel, moi c'est mon imprimante. Là, nous on l'a dans le contrôleur, ça va être dans les contrôleurs ici. Moi c'est la première bande qui sort du mon contrôleur qui s'appelle imprimante. Donc je vous conseille de passer par ici. Vous pouvez aussi faire choisir l'univers par rapport à l'adresse IP. Mais ça, j'ai eu des soucis et j'ai eu des bugs. Alors après, est-ce que c'était moi qui étais pas compétent au début et qui ai fait d'autres erreurs? Je sais pas. Mais j'ai eu des problèmes de calage et de synchronisation au niveau des univers. Il y a quelque chose qui comprenait pas et ça me décalait les choses. Donc je vous conseille pour le premier bandeau de chaque boîtier de choisir le contrôleur par lequel vous pilotez ça. Après, hop, on va sortir de là-dedans. Là-dedans, il n'y a rien à toucher. Si vous utilisez des LED adressables, il n'y a rien à toucher. Au niveau du deuxième, donc là, vous rentrez le nombre de LED aussi du deuxième. Donc là, bon, moi j'ai 4 pieds identiques, donc c'est les mêmes longueurs. C'est toujours 15 LED. Et là, en fait, le start channel de celui-là, il va falloir choisir. En fait, il est à la fin de mon. Comment je l'ai appelé? Que je dise pas de bêtises. Que mon un peu. Voilà, il est après imp 1. Donc il est à la suite. Donc là mon fil en fait il sort de là-haut, il revient là, hop, et il repart. Et après il va faire les 4 autres pieds. Et là en fait il faut mettre en modèle pour faire un deuxième modèle qui est branché sur la même ligne en fait. Hop. Donc voilà, ça c'est la configuration. Et après voilà comme je vous ai dit, j'ai des groupes. Hop, on va dézoomer un petit peu de tout ça, que je vous explique un peu. Donc moi ce qui se passe en fait c'est que j'ai une maison qui est en L. Donc là ça me fait un L comme ça. Et donc au début ce que j'avais fait moi j'avais fait ce meuble là.
en tout premier. Après j'ai fait celui-là, le meuble d'en haut. Donc j'étais parti sur ce plan-là. Donc j'étais dans cette configuration-là. Donc super intéressant. Je me suis dit, bah voilà, je vais pas m'embêter, je vais faire comme ils font dans les tutoriels, je vais faire une photo. Bah c'est bien, j'ai fait une photo, sauf que le problème c'est que quand j'ai voulu piloter euh, la partie ici, ça pose problème. Parce que moi, par exemple, si je vais mettre une hélice qui tourne, elle va tourner comme ça. Et quand je vais être là, en fait, ben là, en fait, ça va pas tourner, ça va juste flasher, en fait. Parce que l'hélice, elle va tourner, mais elle va tourner là. Elle va pas tourner comme ça. Ça va pas s'adapter. Donc, en fait, ce qu'il faut, il faut faire une vue en 3D, placer tous les objets en 3D, définir une position. Par exemple, je vais mettre ici. Je fais un clic droit et je vais faire Save Current Viewpoint. Et à partir de ce moment-là, j'aurai une vue sauvegardée. Et à partir de ce moment-là, quand je vais choisir de faire une animation en fonction de cette vue, si je vais faire un tourbillon, il va tourner dans cette, enfin, dans cette direction de la caméra. Si je fais une sauvegarde de ma vue comme ça, par exemple pour là c'est mon bureau en fait. Si je fais une vue comme ça, et ben il va tourner comme ça. Et ça va être génial parce que par exemple si vous faites enfin une visite guidée en même temps avec un parcours, votre votre spectateur il va se déplacer. Donc si vous faites l'effet par rapport à votre entrée et que il est sur un autre angle de la maison, l'effet il rendra pas du tout pareil. Et bien l'avantage c'est que là vous pouvez déplacer l'angle de votre effet et voir en plaçant vos trucs en 3D, vous pouvez faire des effets séparés. Par exemple, moi je peux faire un effet sur cette direction là et en même temps je peux faire un effet sur mon bureau, sur tout ce qui décore mon bureau dans cette direction là. Donc l'avantage c'est que suivant en ayant plusieurs points de vue, on a quand même un rendu qui reste optimal. Ça c'est assez intéressant. Donc voilà, il vous suffit d'enregistrer ça. Et pour le choix, pour le sélectionner, en fait, il vous suffit d'aller ici. Vous avez Render Style par Preview. Et là, vous pouvez choisir. Donc là, moi, c'est face à mon bureau. Là, c'est face à ma télé. Et là, c'est vue du dessus. Pour faire des animations en vue hélicoptère, par exemple. Donc ça, c'est une option intéressante à vous présenter. On va finir par ici déjà. Et je pense qu'on va avoir fait un beau tour. Donc voilà, là, donc c'est toutes mes bandes, comme je vous ai dit. Après, j'ai regroupé ça suivant ce que je voulais faire. Voilà, donc ça c'est le dessus de mon meuble pour faire un rétroéclairage du mur, on va dire. Ça va être mes cases. J'ai un meuble avec des cases creuses, on va dire, donc j'ai mis des bandes dedans. Toutes les cases, la bande du milieu, les bandes de droite. Voilà, ça, le meuble télé en bas. Donc voilà, après bon, le système c'est toujours la même chose pour configurer. Après, pour créer un groupe, il n'y a rien de sorcier. Hop, hop, on va remonter ça. Alors, pour créer un groupe, vous faites clic droit, add un petit groupe. Hop, moi je vais me mettre sur un groupe déjà existant pour vous montrer. Donc là en fait c'est toujours le même principe. Vous sélectionnez les morceaux que vous voulez. Vous voyez là ils sont activés à l'écran. Donc vous pouvez même les voir dans la 3D à quoi lesquels sont activés on va dire. Et il vous suffit de cliquer dessus, de faire déplacer. Vous voyez, je n'ai pris un au pif, c'est celui-là. Et ben ça l'a ajouté, ça l'a mis en surbrillance. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous faites des groupes, là par exemple, j'avais fait ce groupe avec deux cases. Si vous mettez une animation qui va défiler de gauche à droite comme ça, elle va faire ça. Là maintenant, j'ai rajouté ça. L'animation, elle va faire ça. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué, qu'il faut faire beaucoup de nuances de groupe. Parce que par exemple, si vous faites une animation avec ça et ça, tout là, il va rien se passer en fait, vu qu'il n'y a rien de sélectionné. Donc vous allez avoir un petit flash là, un petit flash là, un petit flash là, un petit flash là. Au lieu d'avoir par exemple un serpent qui se déplace ou une autre animation. Donc il faut. Je peux pas vous trop vous donner de conseils sur le nombre de groupes, comment faire vos groupes et ci et ça, parce que ça dépend vraiment de votre configuration et de ce que vous voulez faire. Moi, ce que je peux vous conseiller surtout, c'est de faire la scène en 3D. Même si c'est long, c'est compliqué, surtout à caler. Parce que le plus compliqué, c'est d'aligner les choses dans le logiciel comme ça aligné en vrai. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, hop, on va aller dans une séquence, c'est d'utiliser
ce petit effet. En fait, il va vous créer des lignes en diagonale. Donc, dans les options, vous pouvez les redresser. Vous pouvez les redresser, voilà, wrap, spirale, on peut la mettre à 0. Hop. Donc là, ça va vous faire des bandes droites qui vont défiler, tout simplement. Donc là, ça vous permet, mettez ça, et vous faites pause. Et là, les bandes, elles se sont arrêtées. Et ça vous permet de voir si tous vos éléments, ils sont bien alignés au pixel près. Donc s'ils sont pas alignés, il vous suffit de prendre dans Layout, d'aller sélectionner votre bande. Hop. Je suis sur un groupe, c'est pour ça que ça va pas. Hop, là je sélectionne ma bande et je peux la déplacer pour la mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, afin que les LED elles soient pile alignées. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez faire pratiquement un quadrillage et pour vous aligner tous vos éléments. Après, c'est compliqué, hein. Je vais pas vous dire que ça se fait en 2 minutes, pof pof pof, c'est facile, mais en prenant le temps, vous pouvez vraiment tout synchroniser, tout aligner pour être sûr que chaque bande soit pile au bon endroit. Que quand vous allez faire passer un effet, tout l'effet soit bien synchronisé, que vous n'ayez pas une ligne qui soit décalée de 10 cm à gauche et l'autre 10 cm à droite. Parce que là, sinon, déjà que c'est compliqué, si vous avez les effets qui correspondent pas, ça va être très dur. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer encore d'autre en restant général pour l'instant. Donc après, ben, au niveau du logiciel, voilà, là ce que je vais vous montrer en priorité, ça va être de ranger vos, tous vos bandes et tous vos groupes. Alors là, j'ai pas trouvé comment paramétrer ça pour avoir un réglage d'usine, on va dire de base, pour que tout soit rangé. Si vous regardez bien, mes C1, C2, C1, C2, ils sont même pas rangés ensemble. Il y a des trucs au milieu, les sup ils sont pas ensemble. Il y a du tri à faire, il y a beaucoup de tri à faire. Et j'ai pas trouvé comment on pouvait enregistrer euh, ce, ce display élément de façon que à chaque fois qu'on réouvre une nouvelle vidéo, enfin un nouveau spectacle musical, ce soit rangé dans l'ordre, un ordre de base quoi. Là c'est bon, tout aléatoire et il n'y a aucune correspondance. C'est pas par ordre alphabétique, c'est pas dans l'ordre de création. Bah, j'ai pas compris. Mais bon, après, c'est assez intéressant. Il faut quand même penser à y ranger. Donc, par exemple, moi, un truc que je vais pas me servir, ça va être les pieds de l'imprimante. Bah, regardez, ils sont déjà dehors. Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Mes plafonds de 1 à 6. Je les prends, je clique là-dessus, bam, ils sont sortis. Et en fait, ce qui est important, c'est de ne pas surcharger votre liste. En fait, vous pouvez créer des groupes aussi. Par exemple, si moi j'ai fait un groupe de mes objets de bureau, du côté du bureau et du côté de mon meuble télé, comme ça j'ai déjà deux espaces. Ça permet déjà de travailler sur une partie et après travailler sur une autre en faisant des copier-coller pour récupérer des animations de l'un de l'autre, pour renvoyer sur l'un sur l'autre et après réadapter tout ça. Donc ça c'est important parce que ce qui est important c'est d'avoir tous les... là il y en a trop, vous voyez. Là je suis obligé de défiler. Et le problème, c'est que c'est important de voir justement votre synchronisation, avoir une vue globale sur tous vos caractères. Par exemple, si je suis en train de bricoler là en bas et que j'ai mis des trucs là et que en haut c'est tout vide, ça va être compliqué même pour moi pour me repérer au niveau des couleurs, parce qu'à un moment donné en fait vous prenez l'habitude des petits modèles qui sont affichés, des couleurs et tout ça, et vous arrivez à comprendre un petit peu ce que vous êtes en train de faire quoi. Au début ça reste juste poser des cases, ça clignote pas, on fait un serpentin, on fait un changement de couleur, c'est sympa. Après il faut vraiment travailler sur des thèmes déjà sur la musique, la séparer en couplets, séparer les couplets, les refrains, se faire un modèle pour les refrains, trouver déjà une ambiance par rapport au style de musique que vous allez utiliser, vos couleurs de départ. Pas commencer à partir. Moi, je vous déconseille de partir au pif sans aucune couleur. Déjà, en priorité, choisissez un ton de couleur. Par exemple, je sais rien, vous allez faire musique salsa. Bon, musique salsa, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un petit peu toutes les couleurs. Mais par exemple, vous faites une musique un peu love love, vous restez sur des nuances rouges et roses. Vous n'allez pas partir sur du bleu, du vert et toutes les couleurs. Parce que dès que vous commencez à partir sur trop de couleurs, c'est plus gérable en fait dans la gestion de l'animation et vous à un moment donné vous allez tout effacer et tout recommencer. Donc
Donc voilà, moi les conseils que je peux vous donner pour commencer. Donc là voilà, je vous explique un petit peu comment j'ai commencé tout ça. Mon installation est pilotée par un Raspberry, comme je vous ai dit au départ. Donc en fait, il me sert juste pour piloter mon écran en HDMI et faire afficher les vidéos en fait des musiques, des clips en fait tout simplement. Donc j'ai deux Raspberry, un en master et un en esclave. Les deux ils ont un écran HDMI branché dessus. Ils servent juste à retransmettre la vidéo en MP4 et le master et mettre en fait sur tous les boîtiers et c'est lui en fait qui pilote tous les shows. Donc en fait, mon Raspberry Master me sert comme de comment ça s'appelle de source Media Player en fait. Dedans, il y a tous les shows qui sont enregistrés, toutes les séquences, et c'est lui qui envoie directement toutes les infos au petit ESP32 en fait, à ces petits ESP32 quand le show est lancé. Alors pour voir et pour les synchroniser, il suffit d'aller dans Tool, FPP Connect. Et ici, donc là, vous avez mes shows que j'ai déjà conçus. Donc il suffit d'ajouter Media. Donc là, il va télécharger la vidéo à chaque fois, il va la synchroniser. Donc une fois que vous l'avez synchronisée, il n'y a pas besoin de la resynchroniser à chaque fois. Ici, c'est mon Raspberry avec Falcon Player en master. Et ça, c'est mon deuxième Raspberry en esclave avec Falcon Player aussi. Et les deux, en fait, ils me lisent la même vidéo en temps réel, un petit peu comme dans les discothèques, quand vous avez un écran sur chaque mur et qu'il y a le clip qui passe de chaque côté, quoi. Tout simplement. Qu'est-ce que il faut savoir oui, il faut bien activer modèle si vous voulez que votre maître en fait enregistre la séquence en fait de chaque ESP en fait pour le piloter. Sinon, en fait, eh ben, lui, il n'aura pas la séquence des ESP. Donc c'est important de synchroniser aussi modèle. Sur le remote, j'aurais pas besoin de. J'avais même pas besoin de les synchroniser parce que techniquement le remote il envoie rien. Donc il refait que recevoir la timeline en fait du master pour que la vidéo soit synchronisée. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Après, c'est pareil, si vous voulez une vidéo sur le Raspberry pour faire la configuration, pour l'utiliser justement comme lecteur MP4 et l'utiliser en sortie HDMI, ça peut être possible. Donc là, par exemple, là c'est mon Raspberry Maître. Ici, on voit c'est le master à l'adresse 20. Lui, en fait, je peux sélectionner un de mes shows qui ont été téléversés dedans via le FPP Connect de tout à l'heure. Et si je clique sur un show, je fais play, bam, le show il se lance. Je peux régler mon volume. Lui, il va envoyer automatiquement au second Raspberry. On va le faire, regardez, hop. Si je clique dessus, hop. Voilà, il me dit qu'il est synchronisé avec l'autre boîtier, qu'il est parti pour faire une séquence et il lui reste 2 minutes 50 de séquence à faire. Il en est à 10 secondes là, par exemple. Et là, j'ai la frame qui me dit que ça synchronise. Là, il fait pas de. Bon, c'est pas très utile ça. C'est pas du tout très utile, mais bon, voilà. Là, en gros, mon boîtier, enfin ma maison elle clignote dans tous les sens. J'aurais dû mettre la caméra, j'y ai pas pensé. Et en gros, ma maison elle clignote dans tous les sens et j'ai le show. Il suffit de cliquer sur stop et hop, tous mes boîtiers s'arrêtent. Tous mes boîtiers s'arrêtent et tout redevient en mode stand-by. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le Raspberry, ce que vous avez la possibilité de faire sur le Raspberry, vous pouvez. Donc là, voilà. Lui, sur mon maître, on voit bien que j'ai tous mes boîtiers avec ma face qui est inactive d'ailleurs. J'ai tous mes boîtiers en ESP31 qui sont actifs en sortie. Donc c'est bien mon maître qui envoie toutes les infos à tous ces boîtiers. Donc c'est l'avantage, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus besoin du tout de mon ordinateur. Je fabrique mes shows avec Xlite, je les téléverse dans mon Raspberry. Même si j'éteins mon ordinateur, même si j'ai plus d'ordinateur, je peux très bien lancer mes shows directement de mon Raspberry.
et de tout objet en fait qui sont connectés au réseau Wi-Fi en fait. Parce que il y a un petit plugin qui s'appelle Big Bouton, et si on va sur ce plugin, une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez configurer en fait des boutons. Donc là j'ai dit que ce bouton il s'appelait stop et qu'il allait arrêter tout show, tout truc en route, on va dire. Celui-là, eh ben, il me lance la playlist numéro 1. Hop, on va éteindre la lumière. Et ceux-là, ils vont me servir à régler le volume. On peut régler l'incrémentation de 5 en 5, de 1 en 1. Voilà, il y a pas mal de réglages en fait. Et vous pouvez vous faire une télécommande. Donc là, je suis sur l'ordinateur, mais il suffit de copier cette adresse dans votre Explorer de votre téléphone et vous allez vous retrouver avec une télécommande disponible sur votre téléphone. Donc c'est super pratique aussi, par exemple quand vous voulez faire un spectacle musical avec une présentation ou des choses comme ça. Vous avez votre téléphone dans votre main ou une tablette ou n'importe quoi, un truc qui tient dans la main et vous pouvez cliquer dessus pour lancer le show au moment venu, on va dire. C'est c'est assez pratique. C'est assez pratique, surtout oui, même pour faire les essais et tout ça. Au moins vous pouvez vous placer, regarder, avoir un rendu final et arrêter, relancer. C'est assez intéressant. Vous pouvez configurer aussi sur les pins en fait du Raspberry, vous pouvez les configurer comme sortie pour avoir un sortie de signal pour une bande LED adressable. Donc il vous suffit de créer une nouvelle bande, il va vous demander sur quel pin vous voulez l'attribuer du Raspberry, le nombre, voilà, comme si c'était un boîtier, enfin un boîtier standard, donc il va vous demander le nombre de LED, le nombre d'univers et patati et patata, et à partir de ce moment-là, en fait, votre Raspberry, il aura une sorte de partie esclave que vous pourrez justement piloter avec Xlite pour le paramétrer. Et l'avantage, c'est que vous pouvez brancher des bandes LED adressables sans forcément avoir besoin d'investir une carte Falcon qui est quand même assez onéreuse. L'avantage d'un Raspberry, c'est que ça vous permet déjà de tout tester. Déjà, vous pouvez tester, comme je vous dis, le retour vidéo d'un clip. Vous pouvez créer une matrice sur l'écran. Donc vous pouvez utiliser l'écran comme une matrice. Donc ça c'est assez intéressant. LED panel, regardez, c'est ça. En fait avec ça vous allez lui dire par exemple je veux un LED panel de 100 par 100 carrés. En fait il va utiliser la surface de votre écran pour faire 100 par 100. Donc vu qu'une télé c'est rectangle, vous aurez des rectangles. Mais vous aurez 100 rectangles sur 100 rectangles. Donc c'est assez intéressant, surtout quand vous n'avez pas de matrice. Par exemple, vous voulez tester un effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour voir un peu à quoi ils servent tous les effets. Vous pouvez vous amuser à utiliser un écran branché en HDMI comme matrice virtuelle. Le piloter en direct, vous pouvez l'utiliser sur des shows, hein, si vous voulez tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire tourner un clip ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre votre télé, la mettre devant votre fenêtre et elle vous servira de matrice. Ça peut être réalisable aussi. Donc sur un Raspberry, l'avantage c'est que vous pouvez tout tester déjà pour une quarantaine d'euros. Après, moi ce que je vous conseille c'est de prendre les kits à 40, 50 euros, les vrais kits Raspberry, et de prendre un kit complet avec une alimentation, une carte SD et tout, parce que si vous le prenez au détail, en fin de compte, ça va vous coûter au moins aussi cher, voire plus. Et si en plus vous prenez en Chine, si vous avez une carte SD de mauvaise qualité, vous allez avoir des problèmes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un kit Raspberry officiel. Au moins comme ça pour débuter vous n'aurez pas de soucis matériels. Après que vous prenez un autre Raspberry chinois, au moins vous en avez deux, vous pourrez voir si ça vient du Raspberry chinois ou si ça vient d'une erreur de votre part. Mais commencez par un matériel fiable. Voilà, je vous dirais que quitte à investir 60 euros, vous n'êtes pas à 10 euros près quoi. Autant investir correctement et être tranquille une fois pour toutes. Allez, on va finir un petit peu cette présentation. Donc Channel Input là-dedans. Là-dedans, en fait, c'est ce que vous allez régler. Regardez, c'est le E131. En fait, c'est ce que. Là, vous allez régler justement les bandelettes qu'on a créées tout à l'heure sur les pins. Vous allez justement créer une entrée pour pouvoir dialoguer avec Xlite. Donc là, pareil, si vous voulez vraiment un tutoriel à ce sujet-là pour utiliser plus le Raspberry et se concentrer sur le Raspberry, n'hésitez pas à demander. Et voilà, moi, quand je verrai les commentaires et les demandes, j'essaierai de faire les tutoriels en fonction des demandes et non faire des tutoriels aléatoires pour faire tout et n'importe quoi. Allez, on va finir un petit peu par ici.
Ouais, y a pas grand chose d'autre à vous expliquer pour rester vague, hein. Après, voilà, là c'est pour vous connecter en Wi-Fi, des choses comme ça. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vous remercie en tout cas pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura servi à quelques personnes, en tout cas. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous dis, pour plus de tutoriels, pour plus d'explications, peut-être plus de détails. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de rester assez vague et général pour parler un petit peu de tout et de rien et surtout faire une présentation globale. Si vraiment voilà, vous voulez des tutoriels particuliers, n'hésitez pas à les demander, n'hésitez pas à poser des questions et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Je vous remercie de votre suivi. Allez, à bientôt. Bonne journée.